Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une maladie assez peu connue mais vraiment complexe, la périartérite noueuse, qu'on appelle aussi la PAN. C'est une vasculérite qui a longtemps été une véritable énigme pour la médecine. Imaginez un instant ce scénario. Que se passerait-il si notre propre système immunitaire, celui qui est censé nous protéger, se mettait soudainement à attaquer nos artères? C'est précisément le mystère au cœur de la PAN, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par définir exactement ce qu'est la panne. Ensuite, on va plonger dans son mécanisme, voir comment elle fonctionne. Puis, on va apprendre à repérer les signes qui doivent alerter. On verra comment le diagnostic est confirmé, comment on évalue la gravité, et bien sûr, on terminera avec les différentes stratégies de traitement. C'est parti pour notre enquête médicale. Allez, première étape, et c'est la base de tout. Il faut savoir précisément de qui on parle. Qu'est-ce que c'est au juste cette périartérite noueuse ? Alors la PAN, ou maladie de Kussmaul de son autre nom, c'est donc une vasculite. Ça veut dire que c'est une inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins. Le mot nécrosante fait un peu peur, mais il signifie simplement que cette inflammation est tellement forte qu'elle peut abîmer, détruire la paroi des artères. Et sa particularité, c'est qu'elle vise très spécifiquement les artères de taille moyenne. C'est une maladie qui apparaît le plus souvent aux alentours de 50 ans. Ce schéma est super intéressant pour bien se représenter les choses. On voit tout le réseau de nos vaisseaux, des plus gros aux plus petits. Eh bien la panne, elle, se niche juste là, au niveau des artères de moyen calibre. Ce n'est ni les autoroutes comme l'aorte, ni les petites routes de campagne comme les capillaires. C'est vraiment ce réseau intermédiaire qui est touché, et c'est un détail crucial pour tout comprendre. Ok, maintenant qu'on a identifié la cible, passons au mode opératoire. Comment est-ce que cette maladie s'y prend, concrètement, pour faire des dégâts à l'intérieur de notre corps? Pour faire simple, imaginez que nos artères sont des tuyaux. La panne ne va pas attaquer tout le tuyau d'un coup, mais plutôt par petits segments, par endroits. Et quand elle attaque, elle ne fait pas les choses à moitié, elle s'en prend à toute l'épaisseur de la paroi. En réaction, notre corps envoie des soldats, des cellules immunitaires appelées polynucléaires neutrophiles, mais au lieu de réparer, ils aggravent l'inflammation. La cause de tout ça? Souvent, on ne sait pas, c'est le mystère. Mais parfois, on a un coupable bien identifié, un virus, et en particulier celui de l'hépatite B. Bon, on passe maintenant à l'enquête de terrain. Quels sont les indices, les symptômes que la maladie laisse derrière elle? C'est une étape absolument fondamentale, car plus on les repère tôt, mieux c'est. Très souvent, les tout premiers indices sont assez flous, des signes généraux, mais ils sont souvent accompagnés de manifestations beaucoup plus visibles, directement sur la peau. On va donc avoir des choses comme une perte de poids importante, inexpliquée, ou de la fièvre qui traîne. Mais les indices les plus parlants, on les trouve sur la peau. Le livet d'eau, par exemple. C'est un signe très évocateur. C'est cet aspect de maille, de marbrure un peu violacé. On peut aussi sentir des petites boules sous la peau, des nodules, ou avoir des douleurs dans les articulations. Le problème, c'est que la maladie ne s'arrête pas toujours là. Quand elle commence à toucher au système nerveux, les signes deviennent tout de suite beaucoup plus préoccupants. Le signe neurologique le plus classique, c'est la multinévrite. En gros, plusieurs nerfs sont touchés, souvent au niveau des pieds et des mains. Ça provoque des douleurs, des faiblesses, des fourmillements, et ça peut même aller jusqu'à une fonte des muscles. Et dans les cas les plus graves, si l'inflammation atteint le cerveau, on peut voir apparaître des AVC, des crises d'épilepsie. Là, on est vraiment dans une situation d'urgence. Et enfin, il y a deux autres cibles de choix pour la panne, les muscles et surtout les reins. Et quand les reins sont touchés, chaque minute compte. Les patients peuvent se plaindre de douleurs musculaires vraiment très fortes, mais le vrai danger, c'est au niveau des reins. Quand les artères qui les irriguent sont abîmées, ça peut provoquer des infarctus rénaux, une tension artérielle qui grimpe en flash et une dégradation très rapide de la fonction rénale. C'est pour ça qu'on parle d'une urgence thérapeutique absolue. Bon, on a maintenant une belle collection d'indices. Mais comment est-ce que les médecins font pour assembler toutes les pièces de ce puzzle et être sûr qu'il s'agit bien d'une panne ? Heureusement, ils ont une sorte de checklist officielle établie par des experts. Il y a 10 critères en tout. En voilà quelques exemples. La perte de poids de plus de 4 kg, le fameux livet d'eau, les douleurs musculaires, les problèmes neurologiques, la présence du virus de l'hépatite B ou encore des anomalies qu'on peut voir sur une artériographie, une radio des artères. Et là, attention, le chiffre qui change tout, c'est celui-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir les 10 critères, non. Il en suffit de 3. Seulement 3 critères parmi les 10 et le diagnostic de périartérite noueuse devient une piste extrêmement sérieuse. Ça montre bien à quel point cette combinaison de signes est spécifique. Ok, le diagnostic est posé, mais ce n'est pas fini. L'étape suivante est tout aussi vitale. Il faut évaluer la gravité de la maladie. Est-ce une forme légère ou une forme sévère? La réponse va conditionner tout le traitement.
Et pour ça, il existe un outil très précieux, le Five Factor Score, ou FFS. On regarde 5 points bien précis, une atteinte grave du système digestif, du système nerveux central, du cœur ou des reins. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la présence d'un seul de ces 5 facteurs, un seul, suffit à classer la maladie dans la catégorie forme grave, ce qui va déclencher un traitement beaucoup plus intensif. On arrive à la dernière étape, et sans doute la plus attendue, le plan d'action. Comment est-ce qu'on se bat contre la panne? Eh bien, toute la stratégie va en fait dépendre de la réponse à une seule et unique question. Et cette question, la voici. Est-ce que le virus de l'hépatite B est impliqué, oui ou non? C'est un véritable carrefour. Si le virus n'est pas là, l'objectif est de calmer un système immunitaire qui est devenu fou. Par contre, si le virus est présent, il faut se battre sur 2 fronts en même temps, contre le virus lui-même et contre l'inflammation qu'il a déclenchée. Dans les formes graves sans le virus de l'hépatite B, on ne fait pas dans la demi-mesure. On utilise des corticoïdes à très forte dose pour éteindre l'incendie et on les associe à un immunosuppresseur très puissant, le cyclophosphamide, pour calmer durablement le système immunitaire. Une fois que la maladie est sous contrôle, on passe à un traitement d'entretien pour éviter qu'elle ne revienne. Maintenant, si l'hépatite B est en cause, la stratégie change du tout au tout. On donne un peu de corticoïdes au tout début, mais le cœur du traitement, c'est de s'attaquer à la cause, le virus. On utilise donc des antiviraux et on y associe des échanges plasmatiques pour nettoyer le sang. Et cette approche est un succès absolument spectaculaire. Regardez ce chiffre, plus de 80% de survie à 10 ans, c'est énorme. Pour conclure, la panne est donc cette maladie où le corps se retourne contre ses propres artères. On a vu que son diagnostic est un vrai travail de détective et que le traitement change radicalement s'il y a un lien avec l'hépatite B ou non. Et tout ça nous amène à une question fascinante pour l'avenir. Jusqu'à quel point les infections, les virus, sont-ils la clé pour comprendre et peut-être un jour prévenir les maladies auto-immunes? C'est sans doute l'une des prochaines grandes frontières de la médecine. Merci beaucoup pour votre attention.